Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Épisode numéro 2, comment générer de la valeur grâce à l'intelligence artificielle. Pierre-Nicolas Schwab, fondateur d'Into the Minds, reçoit Ségolène Martin, CEO de Quantify. Ensemble, ils abordent les difficultés des projets d'intelligence artificielle en entreprise et reviennent en particulier sur un projet d'algorithme de prédiction des accidents cardiaques. Bonjour à tous, dans cet épisode je reçois Ségolène Martin, la CEO de Quantify, une entreprise belge spécialisée dans l'intelligence artificielle. Quantify a fait récemment la une des journaux après l'annonce de la mise au point d'un algorithme qui prédit la fibrillation auriculaire, la deuxième maladie cardiaque mondiale. Bonjour Ségolène, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Pierre-Nicolas et ravi d'être avec vous. Alors ce que je vous propose c'est d'abord de nous présenter Quantify. Oui, alors Quantify, nous sommes une entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait principalement deux choses. La première, c'est aider les entreprises à définir et à identifier où est-ce qu'elles peuvent et doivent utiliser l'intelligence artificielle. Et la deuxième chose, c'est qu'on développe des solutions, donc des modèles, des algorithmes d'intelligence artificielle pour d'autres organisations. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de travail en ce moment avec l'intelligence artificielle, qui est un petit peu le mot à la mode, hein ? Ah oui, alors c'est effectivement, ça a beaucoup évolué, je dois dire, parce que il y a 3 ans, je me souviens d'avoir eu des réunions avec des gens qui me regardaient avec des yeux pleins d'effroi quand j'utilisais ce mot-là. Mais effectivement, notamment en Belgique, on voit qu'il y a vraiment une accélération. On sait ce que c'est, ou en tout cas, on sait qu'on doit se poser la question de ce que c'est et si on doit l'utiliser quand on a une entreprise. Donc, c'est une période assez intéressante. Ok. Est-ce que c'est un buzzword de plus, comme le big data, comme les synergies, comme d'autres mots un peu technologiques qui sont apparus au cours des années, ou bien est-ce que c'est, je l'espère pour vous, hein, une tendance qui est là pour durer et qui est là pour être pérennisée ? Oui, je pense que c'est une tendance qui est là pour durer, à moins qu'on ait une crise économique qui nous arrive sur le nez. Mais effectivement, quand on voit l'impact de cette technologie, de cet ensemble de technologies sur les entreprises en termes de création de valeur, quelquefois en termes d'automatisation, donc de réduction de coûts opérationnels, on n'est qu'au tout début. Et on voit effectivement que si une entreprise se pose les bonnes questions, travaille sur les bons cas, donc ce qu'on appelle les use cases d'intelligence artificielle, il y a une création de valeur qui peut être assez rapide. Et donc, c'est déjà un paramètre en termes d'avantages compétitifs des entreprises. Est-ce que c'est un avantage compétitif qui est justement réservé uniquement aux grandes entreprises, ou est-ce que les PME peuvent aussi en bénéficier ? Je me souviens avoir donné des formations. Vous savez que c'est aussi un de mes dadas, l'intelligence artificielle et le machine learning. Je me souviens avoir donné des formations il y a quelques années, 2 ans, si j'ai bonne mémoire, à des PME flamandes, à des PME françaises, à des PME wallonnes. Et je me rendais compte que le message avait du mal à passer. Il y avait beaucoup de questions sur oui, mais qu'est-ce que je peux en faire ? Ça avait l'air un petit peu de les dépasser. Est-ce que ces 2 dernières années, la sauce, pourrait-on dire, a pris ? Est-ce que les PME, qu'elles soient belges, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient d'ailleurs, commencent à comprendre l'intérêt de l'intelligence artificielle ? Oui, de plus en plus. Après, il y a encore beaucoup de travail d'évangélisation, ou en tout cas de démystification et d'explication, beaucoup de mots mentions, pour ces entreprises-là, et surtout un travail d'accompagnement pour s'assurer qu'elles ne cèdent pas à la mode, qu'elles n'utilisent pas n'importe quelle application, mais que si elles font le travail de développer une application ou d'acquérir une licence pour une application d'intelligence artificielle, qu'elles choisissent la bonne. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce sont des parcours, des journeys, comme on dit en anglais. On commence avec un petit test, on commence avec une application, et puis après, petit à petit, on va aller vers quelque chose d'autre. Mais pour diminuer les risques et pour avoir un retour en termes de valeur, quelle que soit la façon dont on définit la valeur, eh bien, il faut bien commencer. Et donc, pour des entreprises comme vous, comme la vôtre, comme la nôtre, il y a un rôle à jouer qui est très, très important pour accompagner ces plus petits acteurs, parce que l'intelligence artificielle n'est pas forcément pour tout le monde. Il faut avoir les données adéquates, il faut avoir la force de frappe en termes techniques, par exemple, une équipe technique, quelquefois, etc. Il y a pas mal de facteurs qui doivent être présents pour s'assurer que ça se passe au mieux, en fait. La base, c'est quand même d'avoir des données. Je lisais récemment, en préparant aussi la conférence que je donnerai au mois de décembre ici à Bruxelles, que parmi les grandes entreprises qui font de l'intelligence artificielle ou qui l'utilisent au quotidien, seulement 2,5% des données disponibles au sein de l'entreprise sont utilisées. Est-ce que les PME elles-mêmes ont une visibilité sur les données qu'elles peuvent utiliser et sur la part des données qui peuvent être valorisées grâce à l'intelligence artificielle ? Alors ça dépend très fortement des entreprises. Ce qu'on voit en général, ça paraît logique en fait, mais les études le confirment, c'est que ce sont les entreprises
quelle que soit leur taille, qui sont plus avancées dans leur transformation digitale. Et donc, ça passe aussi par la mise en place de systèmes de bases de données en fonction de ce qu'elles font, ou de RP, etc., qui utilisent le plus l'intelligence artificielle, ou en tout cas le plus pour innover. Oui. Et donc, cette capacité à avoir déjà une clarté sur quelles sont les sources de données, collecter les données, etc., c'est une question importante parce que c'est souvent la première étape. C'est une question que aussi beaucoup de grandes entreprises se posent parce qu'elles n'ont pas de visibilité sur ce qu'elles collectent. Non, effectivement. Et plus l'entreprise grandit, plus les données peuvent être distribuées parmi plusieurs services. Et donc, avant de démarrer le développement d'un modèle, il faut rassembler les données pertinentes, les données utiles. Et ça passe par une coordination entre les différents services, etc. Autant d'étapes qui, souvent, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients quand on va démarrer un projet, ralentissent le développement de l'application. Donc, la première étape, c'est effectivement avoir une vision sur ces données le plus vite possible. Et nous, ce qu'on recommande, c'est de faire le lancement d'un projet le plus vite possible pour que le travail de collecte des données puisse se faire le plus vite possible. C'est un élément qui est effectivement essentiel. Or, on dit, et à juste titre, que les données d'une entreprise, c'est une source de valeur, c'est son or, etc. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus vrai dans ce type de projet. Est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont aucune donnée à valoriser ? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises dont l'activité les met de facto hors de la sphère d'application de l'intelligence artificielle ? Je pense bien entendu au sein des PME et des TPE qui représentent, ne l'oublions pas, 95% des entreprises en Europe. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des entreprises, quand on pense au boulanger pas très loin, à quelques mètres d'ici, il a probablement des données. Après, ce sont des données. Est-ce qu'il a intérêt à les exploiter ? Je pense qu'en fonction de la taille de l'entreprise, même si on a des données, on va pas avoir un retour sur investissement si on exploite ces données. Mais quand on voit, en termes de, encore une fois, quand on reprend les études, de génération de valeur par secteur, les secteurs qui vont le plus bénéficier de l'intelligence artificielle sont les secteurs qui ont le plus de données parce que l'intelligence artificielle fait vraiment le pont entre ces données qui sont là, qui attendent leur heure ou pas, et puis pas la mise en application, mais plutôt la valorisation des données en nouveaux services, en nouveaux business models ou autres. Donc en fait, ce sont les secteurs qui ont déjà subi, peut-être que c'est pas le bon mot, mais qui ont déjà entamé leur digitalisation, qui sont les plus à même de profiter de l'application de l'intelligence artificielle et de faire la valeur. Oui, tout à fait. Parce qu'on voit, je sais pas pour vous, mais dans les projets qu'on peut mener, évidemment, il y a deux piliers. Il y a le pilier business, on est dans le marketing, ça va être le directeur commercial, la directrice marketing ou la directrice commerciale ou les directeurs Bien marketing. Donc ça, c'est le volet business, mais aussi il y a le volet IT, data ou BI en fonction des entreprises. Et ça, ce sont les deux volets d'une même médaille. Et donc, avoir la capacité de faire appel à des ressources techniques en interne, c'est crucial et c'est pas toutes les entreprises qui ont ce type de service. Il faut être clair là-dessus, je crois. En tout cas, pour les entreprises qui veulent développer leur propre application. Après, l'intelligence artificielle, c'est pas seulement développer sa propre application et sa propre solution. Il y a de plus en plus de software, de SaaS, notamment Software as a Service, qui intègre un volet, une application d'intelligence artificielle, une dimension d'intelligence artificielle. On le sait même pas forcément, mais donc c'est aussi une façon d'utiliser un logiciel qui est éventuellement meilleur parce qu'il utilise l'intelligence artificielle pour faire ceci ou cela. Donc ça, je pense que c'est aussi important à comprendre et c'est une autre façon d'aborder la question et de se lancer là-dessus pour une entreprise. Justement, donc on parle maintenant de solutions as a service qui existent. Et il y en a une qui me vient directement à l'esprit, c'est celle qui est mise à disposition par Amazon au sein d'AWS, qui s'appelle SageMaker. Donc il y a déjà des modèles de prédiction, on va dire tout faits, même si j'aime pas le terme tout fait, mais des modèles de prédiction qui sont mis à disposition des utilisateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui, à vous, en tant que société spécialisée dans la conception de ces algorithmes, vraiment dans le design des modèles, qui vous fait peur, ou au contraire, vous vous dites, il y aura toujours une part des sociétés qui aura besoin de personnalisation, de customisation, et qui ne va pas se contenter de ces modèles tout faits? Alors, l'intelligence artificielle, le machine learning, ça n'est pas nouveau, mais son application à grande échelle, c'est quelque chose quand même d'assez récent. Évidemment, on est conscient qu'il y a moi j'appelle ça la commoditization, la commodification du machine learning, donc l'inclusion du machine learning dans des solutions qui sont directement utilisables ou facilement tunables. J'ai beaucoup d'anglicismes, désolé pour les auditeurs. Mais après, effectivement, des entreprises qui ont des besoins très spécifiques, par exemple, nous, un sujet sur lequel on a travaillé, c'était la prédiction des prix. Une entreprise qui voulait prédire l'évolution des prix de certaines matières premières qui étaient très volatiles, qui le sont toujours à un horizon de quelques mois.
n'y parvenaient pas, essayer des solutions qui existaient, n'y sont pas parvenus. Et donc, avoir la capacité pour une entreprise, pour des experts, hein, que ce soit une entreprise ou une équipe en interne, de comprendre un business case, un problème business. Dans ce cas-là, par exemple, dans le cadre du pricing, quels sont les précurseurs, donc les matières premières qui ont un impact sur la matière qu'on essaye de prédire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très spécifique. Et il y a beaucoup de besoins spécifiques. On parlait tout à l'heure des données. Les entreprises ne sont pas uniformes dans leur façon de collecter leurs données, de les structurer, etc. Donc, il y a effectivement ces deux volets qui coexistent en fonction des entreprises, en fonction de leur stratégie. Mais ce qui est évident, c'est que le machine learning est de plus en plus accessible et des technologies comme celle-ci sont, c'est possible pour une entreprise de tester relativement facilement, relativement, j'insiste, ce type de technologie, ce qui est très bien parce que ça la démystifie aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour être compétitif, pour comprendre ce que c'est, pour essayer, pour aller plus vite, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises encore qui se posent toutes ces questions-là. Alors, on va rester sur les modèles de prédiction et on va revenir un petit peu à votre actualité qui nous a amené à vous inviter aujourd'hui dans ce podcast. Donc, il y a quelques semaines est paru dans la presse l'annonce de résultats d'un projet que vous avez mené avec l'Université libre de Bruxelles et qui a permis la mise au point d'un modèle de prédiction de la fibrillation auriculaire. Comme je le disais en introduction, c'est la 2e maladie cardiaque mondiale. Donc, si je me souviens bien, vous me corrigerez si je dis une bêtise, le modèle permet de prédire la fibrillation auriculaire avec 80% de précision. Donc, la première question qui se pose, bien entendu, pour moi et pour nos auditeurs, c'est qu'est-ce que c'est que la fibrillation auriculaire et pourquoi c'est important? Fibrillation auriculaire, c'est effectivement une pathologie cardiaque qui est très répandue. On la connaît pas forcément pour la raison, nous, humbles humains qui ne faisons pas partie du corps médical, pour la bonne raison qu'elle est souvent sous-diagnostiquée. En fait, c'est une forme d'arythmie cardiaque qui consiste à l'accélération soudaine du cœur pendant quelques secondes ou quelques minutes ou même plus longtemps. Et donc, ça a comme conséquence que le sang est moins bien oxygéné, et ce qui peut mener à des thromboses, des caillots sanguins, quelquefois des AVC, voire des crises cardiaques. Donc l'impact en termes de santé est assez important. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment répandu. Et nous, il y a donc maintenant plus ou moins un an, on a rencontré un cardiologue basé à Bruxelles, qui est le docteur Grégoire, dont la passion et la spécialisation aussi, cette pathologie-là, la fibrillation auriculaire. Et depuis des années, il avait une obsession, une passion, c'est d'arriver à la prédire. Pour l'instant, on arrive à la diagnostiquer. Donc, un algorithme regarde un enregistrement cardiaque et voit la fibrillation et peut la diagnostiquer. Mais par contre, il n'y avait pas de preuve, pas d'équipe encore qui avait réussi à prédire pour un patient X la fibrillation auriculaire avant qu'elle arrive. Donc, le docteur Grégoire voulait arriver à cela. Il a contacté le labo d'intelligence artificielle de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, donc le professeur Bersini, qui nous en a parlé parce qu'il connaissait notre performance dans la prédiction en général. Donc, je parlais tout à l'heure du pricing, ça a l'air totalement différent, mais en fait, il y a des techniques similaires. Et donc, il nous a demandé de collaborer avec lui sur ce projet. Et quelles sont les données alors qui ont été utilisées pour bâtir le modèle de prédiction? Ce sont des données d'enregistrement Holter. Donc, Holter, ce sont des petites machines qu'on met, vous avez peut-être déjà vu ça. Moi, j'ai eu il y a, je sais plus quand, mais en tout cas, qu'on met autour du cou, qui sont externes, ce sont des dispositifs médicaux externes qui enregistrent l'activité cardiaque. Et donc, qui avaient été labellisés. Donc, ce sont des enregistrements. Il y en avait énormément. Et en fait, assez rapidement, la complexité, il y a beaucoup de complexité dans le projet, mais une première partie, c'était vraiment de se mettre autour de la table avec le docteur Grégoire pour mieux comprendre comment fonctionnait un cœur, comment fonctionnait la fibrillation, pour réussir à bien traiter les données et les préparer pour que l'algorithme puisse réussir à le prédire. Et assez rapidement, effectivement, on a eu des résultats qu'on a continué à améliorer. Et donc là, on a décidé d'en parler publiquement. C'est pour ça qu'on en a parlé dans les médias avec des résultats de 80%, mais on voit effectivement des pistes d'amélioration. Donc j'ai l'impression, peut-être que vous confirmerez cette impression, que dans tout projet d'intelligence artificielle, surtout lorsqu'on en est au début, il y a quand même une phase où les équipes du client ou les équipes techniques doivent converser et doivent un peu transmettre leurs connaissances à ceux qui vont réaliser les modèles. C'est quelque chose qui est sans doute pas toujours évident.
Non, c'est pas toujours évident et pourtant c'est crucial. La modélisation, effectivement, les capacités techniques, c'est évidemment important pour arriver à des résultats, mais le début du projet, la compréhension du business case ou de la maladie, etc., de l'environnement général du projet est en fait un déterminant. Nous, on est déjà intervenu sur des projets qui avaient échoué et on s'est rendu compte que une des causes de l'échec, c'était la mauvaise, pas avoir assez de temps sur la compréhension du problème et donc du coup, on peut arriver à prédire quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à prédire la bonne chose, ou alors ça n'a pas forcément d'utilité. Donc cette partie de compréhension est effectivement essentielle, et c'est pour ça que dans des équipes, nous c'est quelque chose qui est important chez nos ingénieurs, cette capacité à comprendre un business case, on dit un business case, mais c'est comprendre l'environnement du client et comment est-ce que les données sont générées. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Donc on parlait de ce seuil de 80% de prédiction dans le cas de l'ULB. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est insuffisant? Et quelles sont les évolutions de ce projet, les prochaines étapes, s'il y en a? Ce qui serait fantastique, c'est 100%. Donc effectivement, surtout dans un domaine comme celui de la santé, arriver à avoir un taux de précision de 100%, ça serait fantastique. Ça n'existe pas, je pense pas que ce soit possible. 99, mais en tout cas, effectivement, 80%, c'est encore insuffisant et il y a beaucoup de pistes d'amélioration. Le fait de pouvoir arriver à ces résultats-là, ça nous a permis aussi d'en parler et donc d'avoir des preuves d'intérêt en fait d'autres membres du corps médical en termes d'enrichissement des données, pas d'enrichissement des données mais de collection de d'autres données. Et donc c'est une piste d'amélioration. Piste d'amélioration, c'est aussi de continuer à travailler sur l'algorithme. Et donc voilà, c'est effectivement c'est des choses qui sont en cours. Et voilà, cette première découverte, ça permet vraiment de valider le fait qu'un épisode de fibrillation puisse être prédit avant qu'il n'arrive. Pour l'instant, on ne le savait pas. Donc ça ouvre la voie aussi à pas mal de recherches, pas mal de perspectives en termes de recherche médicale sur la maladie. Donc, il y a plusieurs choses qu'on voit qui vont pouvoir avoir lieu grâce à cette découverte. Aussi, quand on parle de l'utilisation possible et souhaitable de cet algorithme, c'est le mettre sur un pacemaker. Pacemaker, c'est un dispositif très particulier. Pacemaker, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du corps, qui a une puissance de calcul qui est limitée, et puis aussi qui doit avoir une autonomie de plusieurs années. On ne peut pas aller recharger son pacemaker sur la prise de la salle de bain. Donc c'est une contrainte très très particulière. Donc on est effectivement dans le contexte médical, dans le secteur médical où le temps d'élaboration, de testing, etc. sont très très longs, mais il y a plusieurs choses qui vont découler de toute façon de ce projet-là. Donc une amélioration de l'algorithme d'une part, et puis sans doute aussi une collecte plus importante de données afin de confirmer déjà le modèle sur un jeu de données plus large, et puis aussi d'améliorer la précision. Ces 80% d'ailleurs, j'y reviens, je m'excuse, c'est un peu comme une rengaine chez moi, mais j'essaie vraiment de comprendre. Il se compare à quoi auparavant, sans modèle de prédiction? Est-ce que le corps médical était à zéro ou il y avait une impossibilité de... Effectivement, pour un cardiologue, quand on regarde un enregistrement, un ECG, à l'œil humain, on ne sait pas détecter, prévoir, plutôt identifier les signes de la fibrillation. Donc cette découverte-là permet de les identifier. Donc c'est effectivement une avancée majeure. Ça illustre bien l'impact de l'intelligence artificielle aussi sur le secteur médical. Donc il y a tout ce débat, est-ce que les algorithmes vont remplacer les médecins? Dans ce cas-là, l'algorithme remplace pas du tout le médecin. L'algorithme ouvre une nouvelle voie de recherche, une nouvelle voie de compréhension du corps humain sur une pathologie qui touche nombre d'entre nous sans qu'on le sache. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement complémentaire qui apporte vraiment de la valeur. Avant de nous quitter, Ségolène, ce que j'aimerais faire, c'est revenir un petit peu sur votre parcours. Donc, vous êtes française, vous êtes arrivée en Belgique. J'ai consulté votre CV, j'ai fait mon travail. Vous m'avez stocké. Bon, je rigole. Ouais. Non, mais j'ai fait mes devoirs avant cette interview. Et à la lecture de votre CV, ce qu'on constate, c'est que vous n'avez pas de background, désolé pour l'anglicisme encore cette fois-ci, c'est moi, mais en intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à développer une entreprise qui est aussi florissante que la vôtre, sans être soi-même du cru, sans être soi-même du sérail? Oui, bien, on s'entoure bien. On s'entoure avec, j'ai un associé, notre Chief Technology Officer, Nick Subramanian, qui est excellent. C'est lui qui est à la base de nombre de nos découvertes, de nos avancées. Et puis d'ingénieurs, évidemment. On a des ingénieurs qui sont triés vraiment sur le volet, qui sont excellents dans ce qu'ils font. Et donc ça, c'est évidemment parce que pour une entreprise spécialisée dans ce domaine-là, techniquement, il faut vraiment assurer. Et voilà, on assure. Après, je crois que
il y a plusieurs choses. Mener une entreprise. On est ici à l'ICAB. Il y a quelques années, on a eu la chance de travailler un petit peu avec Ramon Suarez, qui nous avait mentorés. Et je me souviens de ce qu'il nous avait dit, work not only in your business, but also on your business. Et donc, c'est important non seulement de travailler sur la science, la R&D, le développement des modèles, etc., mais aussi sur le développement d'une entreprise. Et il y a plein d'autres aspects. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire. Et je crois que la dernière chose par rapport à ça, c'est que l'intelligence artificielle, à l'heure où on en est actuellement, il y a effectivement ce volet sur le développement d'algorithmes, mais il y a aussi tout cet aspect de gestion du changement. Pour des entreprises qui se lancent dans l'intelligence artificielle, mener un projet, choisir les bons stakeholders en interne, la bonne application qui va réussir à générer de la valeur notamment, mais aussi mener l'entreprise dans cette direction-là. Il y a un aspect qui est pas du tout technologique et pourtant qui est ultra important. Et moi, c'est aussi une des contributions, c'est seulement la contribution, mais que j'apporte à l'entreprise. Et je crois que c'est un message qui est vraiment important, que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Il y a un aspect technologique qui est clé, mais c'est aussi un aspect humain. Donc, je crois que c'est une bonne note de fin, peut-être. L'humain est très important dans cette révolution-là. Eh bien, ça sera la note de fin. L'humain reste au centre de la transformation digitale et de la transformation impulsée par l'intelligence artificielle. Merci Ségolène Martin de nous avoir accordé votre temps et à bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.